180 blessés, 2 villes frappées à moins de 20 km du site nucléaire le plus protégé du Moyen-Orient. Et pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, le système de défense aérienne le plus sophistiqué au monde n'a pas pu intercepter des missiles balistiques ciblant la zone de Dimona. Ce qui s'est passé dans la nuit du 21 au 22 mars 2026 dans le désert du Negev n'est pas simplement une nouvelle frappe parmi d'autres dans un conflit qui dure maintenant depuis 4 semaines. C'est un changement de doctrine. C'est un signal stratégique d'une portée considérable. Et pour comprendre pourquoi, il faut remonter à 1958, à l'origine secrète du centre de recherche nucléaire du Negev, connu sous le nom de centre Shimon Peres de Dimona, et à la logique de dissuasion opaque que cet établissement représente depuis 68 ans. Commençons par les faits. Dans la soirée du samedi 21 mars, l'Iran a lancé plusieurs missiles balistiques en direction de 2 villes du sud d'Israël. Dimona, qui se trouve à 20 km à l'ouest du complexe nucléaire, et Arad, qui se trouve à 35 km au nord. À Dimona, 64 personnes ont été hospitalisées. À Arad, 116 blessés, dont 7 dans un état grave. Des bâtiments résidentiels ont été détruits. 3 immeubles sont en danger d'effondrement. Un enfant de 10 ans a été grièvement blessé par des éclats d'obus à Dimona. Une fillette de 4 ans figure parmi les blessés graves à Arad. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il n'y a eu aucun mort par un simple hasard et non par manque d'intention de la part de l'Iran. Mais ce que personne dans les chancelleries européennes ou les institutions multilatérales ne peut ignorer ce soir, c'est ceci. L'armée israélienne a officiellement admis qu'elle n'a pas réussi à intercepter les missiles qui ont frappé Dimona et Arad. Cette admission est sans précédent. Cela signifie que le dôme de protection censé être impénétrable autour du seul site nucléaire non déclaré du Moyen-Orient a failli. Et ce n'est pas un détail technique, c'est une rupture doctrinale. Pour comprendre la profondeur de ce moment, il faut parler de ce qu'est réellement le centre Shimon Peres. Construit secrètement dès 1958 avec l'assistance technique de la France dans le cadre d'un accord bilatéral classifié entre Paris et Tel Aviv, ce réacteur de type IRN 40 MW a été présenté publiquement pendant des années comme une installation de recherche textile. C'est le journaliste américain Seymour Hersh et plus fameux encore, la révélation faite par Mordechai Vanunu en 1986 dans la presse britannique qui ont confirmé au monde entier que Dimona est au cœur du programme d'armement nucléaire israélien. Israël n'a ni confirmé ni démenti. C'est la politique d'ambiguïté nucléaire délibérée, connue sous le nom hébreu de Hamimout, qui est la pierre angulaire de la doctrine de dissuasion israélienne depuis 6 décennies. Ne jamais confirmer, ne jamais démentir, mais laisser la menace implicite planer sur tous ses adversaires régionaux. Cette nuit du 21 mars, cette doctrine a été testée comme jamais auparavant. Ce qui rend l'événement encore plus complexe à analyser, c'est la logique de riposte symétrique que l'Iran a sciemment mise en scène. Quelques heures avant les frappes sur Dimona et Arad, l'Iran a subi une nouvelle attaque contre son complexe d'enrichissement de Natanz, dans la province d'Ispahan, à 220 km au sud-est de Téhéran. Le complexe Shahid Ahmadi Roshan, qui était déjà l'une des installations les plus endommagées par les campagnes de frappes américaines et israéliennes depuis le déclenchement de la guerre le 28 février, a été frappé une nouvelle fois. Israël a nié toute responsabilité. Le Pentagone a refusé de commenter. L'Agence internationale de l'énergie atomique a indiqué qu'aucune augmentation des niveaux de radiation n'avait été détectée en dehors du site. La logique iranienne est limpide, même si elle est dangereuse. Tu frappes mon programme nucléaire, je cible ta zone nucléaire. C'est une dissuasion par réciprocité, une démonstration de capacité, un message adressé non seulement à Israël, mais à Washington, à Bruxelles, à Vienne, siège de l'AIEA, et à l'ensemble de la communauté internationale. Ce que cette chaîne analyse depuis le début de ce conflit, c'est précisément ce que les médias généralistes oublient trop souvent de traiter, la dimension juridique et doctrinale des événements. Pas seulement qui a frappé et où, mais ce que ces frappes signifient dans le cadre du droit international humanitaire, des traités de non-prolifération et des normes de la guerre. Et là, la question qui se pose est fondamentale. Quelles sont les obligations juridiques des belligérants lorsque les combats se déroulent à proximité d'installations nucléaires civiles ou militaires non déclarées? Rappelons les textes. L'article 56 du protocole additionnel
territorial premier aux conventions de Genève de 1977, ratifiées par la grande majorité des États, interdit expressément de frapper les installations contenant des forces dangereuses, catégorie dans laquelle entrent les centrales nucléaires et les réacteurs de recherche, lorsque de telles frappes pourraient libérer des forces susceptibles d'entraîner des pertes sévères dans la population civile. Le problème d'application en l'espèce est double. Premièrement, Israël n'a pas ratifié ce protocole. Deuxièmement, l'Iran non plus. Troisièmement, et c'est peut-être le plus troublant, le centre de Dimona n'est pas déclaré. Il n'est pas sous les garanties de l'AIEA, il n'existe officiellement pas. Ce qui soulève une question que les juristes du droit international se posent ce soir avec une acuité particulière. Peut-on invoquer la protection d'une installation nucléaire qui n'a jamais été reconnue par son propre État propriétaire ? Si vous trouvez cette question importante, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Cela nous aide considérablement à diffuser ce type d'analyse auprès d'un public plus large. Parlons maintenant de la dimension capacitaire de ce qui s'est passé. L'échec d'interception israélien autour de Dimona est un signal d'alarme stratégique d'une gravité exceptionnelle. Depuis des décennies, la doctrine de sécurité nucléaire israélienne repose sur deux piliers complémentaires. Le premier est l'amimout, l'ambiguïté délibérée sur l'existence même des armes. Le second est la garantie implicite que même si un adversaire cherchait à frapper Dimona, les systèmes de défense aérienne, Arrow 3, David Sling, Iron Dome, constitueraient une barrière infranchissable. Cette nuit du 21 mars, la barrière a été franchie. Le système Arrow 3, développé en coopération entre Boeing et l'entreprise israélienne Israel Aerospace Industries, est théoriquement conçu pour intercepter des missiles balistiques à des altitudes de plus de 100 km en dehors de l'atmosphère. Il est opérationnel depuis 2017. David Sling, développé conjointement avec Raytheon, cible les missiles balistiques à moyenne portée et les missiles de croisière à haute altitude. Iron Dome, le plus connu, est conçu pour les roquettes à courte portée. En théorie, cette architecture en couche ne devrait laisser passer aucun missile balistique ciblant des zones aussi stratégiques que Dimona. Le fait que plusieurs missiles aient frappé malgré tout soulève une série de questions techniques que l'état-major israélien devra analyser avec une extrême urgence. Est-ce un problème de saturation du système? Trop de missiles simultanément pour que tous soient interceptés? Est-ce un problème de trajectoire? Des missiles iraniens utilisant des trajectoires déprimées ou à angle direct pour réduire le temps d'interception disponible? Est-ce que l'Iran a utilisé des capacités de manœuvre terminales, ce que les spécialistes appellent les Maneuvering Re-Entry Vehicles ou MARV, sur ces missiles Fatah ou Khaybar Shekan pour déjouer le guidage radar des intercepteurs? Ou est-ce que l'Iran dispose de leurres et de mesures de contre-mesures électroniques suffisamment avancées pour saturer les systèmes de suivi israéliens? Aucune réponse officielle n'a été fournie à ce stade. Mais le chef d'état-major de l'armée israélienne a déclaré qu'Iran aurait utilisé un missile balistique intercontinental à 2 étages dans l'une des frappes. Si c'est confirmé, cela représenterait une escalade capacitaire d'une nature différente. Non seulement l'Iran utilise ses capacités de missiles de longue portée pour frapper à l'intérieur d'Israël, mais il le fait avec des vecteurs techniquement associés à des charges nucléaires potentielles. Il faut ici contextualiser la situation de l'enrichissement iranien pour mesurer ce que tout cela signifie. L'AIEA a indiqué que la grande majorité de l'uranium enrichi à 60% détenu par l'Iran, environ 440 kg selon les estimations les plus récentes, se trouve enfoui sous les décombres des installations d'Ispahan qui ont été massivement bombardées lors de la guerre de 12 jours de juin 2025. Le complexe de Natanz lui-même, dont les galeries souterraines abritaient plus de 18 000 centrifugeuses avant le début de la campagne de frappe, a subi des dommages considérables aux accès de son installation d'enrichissement profonde, même si l'AIEA a confirmé que la zone d'enrichissement souterraine elle-même n'avait pas été directement touchée lors des dernières frappes. Ce que cette situation révèle, c'est que les deux belligérants principaux, Israël et l'Iran, cherchent à démontrer simultanément leur capacité de nuisance nucléaire sans nécessairement passer à l'acte de frappe directe contre les infrastructures les plus sensibles.
Natanz est frappé aux entrées, mais pas aux galeries profondes. Dimona est frappé en zone résidentielle proche, mais pas sur le réacteur lui-même. C'est une danse doctrinale sur le fil du rasoir. Le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, a exhorté à la retenue maximale à proximité des installations nucléaires. La Russie, par la voix de sa porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dénoncé un risque réel de catastrophe dans l'ensemble du Moyen-Orient. Ces déclarations sont importantes, non pas parce qu'elles auront un effet immédiat sur les belligérants, mais parce qu'elles documentent une prise de conscience internationale que la ligne rouge la plus fondamentale de la guerre nucléaire, ne pas frapper les installations nucléaires en fonctionnement, est en train d'être progressivement déplacée. Revenons maintenant au contexte plus large de cette guerre qui en est maintenant à sa 4e semaine, ayant débuté le 28 février 2026. En Iran, le bilan humain dépasse désormais 1500 morts selon les autorités iraniennes. Le chef des opérations du commandement central américain, l'amiral Brad Cooper, a affirmé que les forces américaines et israéliennes avaient ciblé plus de 8000 objectifs militaires en Iran depuis le début des opérations. En Israël, 15 personnes ont été tuées par des missiles iraniens, 13 militaires américains ont perdu la vie. En dehors du théâtre principal, le Liban a enregistré plus de 1000 morts et plus d'1 million de déplacés suite aux frappes israéliennes ciblant le Hezbollah. L'Irak a comptabilisé plus de 60 morts. Le conflit a aussi une dimension maritime critique. L'Iran continue de menacer et d'attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz, par lequel transitent environ 20% des exportations mondiales de pétrole. Le président américain Donald Trump a adressé un ultimatum de 48 heures à Téhéran samedi soir. Ouvrir intégralement et sans menace le détroit d'Ormuz, sous peine que les États-Unis détruisent les centrales électriques iraniennes, en commençant par la plus grande. L'administration Trump a également temporairement levé certaines sanctions sur les pétroles iraniens déjà chargés sur des navires avant vendredi, une mesure aux effets limités selon les experts, l'Iran ayant déclaré ne plus disposer de pétrole brut en stockage flottant. La dimension diplomatique de cette crise s'est encore élargie. L'Arabie saoudite a expulsé 5 membres de l'ambassade iranienne à Riyad, les déclarant persona non grata après de nouvelles frappes iraniennes sur son territoire. La Turquie a averti que les pays du Golfe pourraient être contraints de riposter militairement. 22 pays, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et le Japon, ont exprimé leur volonté de contribuer à des mesures pour assurer le passage sûr des navires dans le détroit d'Ormuz. Ce qui m'intéresse, à ce stade de l'analyse, c'est une question que peu d'observateurs osent formuler directement. Est-ce que l'Iran cherche à forcer une négociation par l'escalade nucléaire ? Ou est-ce que Téhéran navigue dans l'obscurité, répondant coup par coup, sans stratégie de sortie clairement définie? Les indices sont contradictoires. D'un côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a déclaré cette semaine que l'Iran cherche non pas un cessez-le-feu, mais une fin complète, globale et durable de la guerre. C'est une position de principe, pas une ouverture de négociations concrètes. De l'autre côté, l'Iran a maintenu ouverts les canaux gaziers avec l'Irak, dont les approvisionnements avaient temporairement été interrompus suite à une frappe israélienne sur le champ de South Pars. Ce mélange de postures de guerre totale et de maintien de relations économiques régionales suggère un Iran qui cherche à maximiser la pression sans précipiter sa propre destruction. Mais il y a un élément que toute cette analyse doit intégrer et que les chancelleries occidentales tardent à reconnaître publiquement. Le nouveau chef suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, n'a pas été vu en public depuis sa prise de fonction. La chaîne de commandement iranienne est donc partiellement opaque. Qui prend réellement les décisions à Téhéran en ce moment ? Est-ce que le président de la République ? Est-ce le Parlement, dont le président Ghalibaf s'est exprimé sur X avec un ton martial ? Est-ce les gardiens de la révolution qui conservent le contrôle opérationnel des capacités balistiques ? Cette incertitude sur la structure décisionnelle iranienne est elle-même un facteur de risque d'escalade involontaire. Posez-vous cette question et répondez-y dans les commentaires. Selon vous, l'Iran cherche-t-il une sortie de crise ou une escalade délibérée ? Votre analyse nous intéresse. Maintenant, quel est le scénario le plus probable pour les prochains jours ? En tant qu'analyse prospective et non comme certitude, voici ce que les signaux actuels suggèrent.
Premièrement, Israël va être sous une pression interne intense pour répondre à l'échec d'interception autour de Dimona. L'armée devra soit démontrer qu'elle a corrigé la faille, ce qui est techniquement difficile à faire en 48 heures, soit lancer une frappe punitive d'une intensité telle qu'elle dissuade toute nouvelle tentative iranienne de cibler la zone du Negev. Le ministre de la Défense Katz a déjà annoncé que l'intensité des frappes allait augmenter significativement dans la semaine à venir. Deuxièmement, l'ultimatum de Trump sur le détroit d'Ormuz expire dans moins de 48 heures. Si l'Iran ne satisfait pas à ces conditions, et il n'y a pour l'instant aucun signe qu'il en ait l'intention, la menace de frappes américaines sur les centrales électriques iraniennes introduira un nouveau niveau d'escalade humanitaire catastrophique. Priver une population de 60 millions d'Iraniens d'électricité en période de guerre constituerait une violation potentielle grave du droit international humanitaire, notamment au regard des articles 54 et 55 du protocole additionnel 1er qui interdisent les attaques visant à priver la population civile des biens indispensables à sa survie. Troisièmement, et c'est peut-être l'élément le moins couvert mais le plus significatif à long terme, l'AIEA est maintenant dans une position où elle ne peut plus ignorer la question du statut nucléaire d'Israël. Le directeur Grossi a imploré la retenue militaire à proximité des installations nucléaires. Mais comment peut-il exercer un rôle de surveillance ou de protection sur une installation, Dimona, qui n'est pas sous garantie, que l'État propriétaire ne reconnaît pas officiellement et dont il ne peut techniquement même pas vérifier l'état actuel ? C'est une contradiction institutionnelle fondamentale de l'architecture de non-prolifération mondiale que cette guerre vient d'exposer brutalement. Il existe dans les traités fondateurs du régime de non-prolifération, notamment dans le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1968, dont Israël n'est pas signataire, une lacune que les diplomates connaissent depuis toujours, mais n'ont jamais voulu résoudre, celle des États nucléaires non déclarés. Le Pakistan, l'Inde, Israël. Cette nuit du 21 mars 2026, cette lacune n'est plus abstraite. Elle est physiquement visible dans les cratères de missiles ouverts à 20 km du réacteur de Dimona. Si cette analyse vous semble essentielle à partager, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos décryptages. Nous sommes l'une des rares sources francophones qui traitent ces questions avec le niveau technique et juridique qu'elles méritent. La question de fond que cette guerre soulève pour les semaines à venir est la suivante. Dans un conflit où deux États, l'un qui reconnaît son programme nucléaire mais affirme n'avoir plus de capacité d'enrichissement opérationnel, l'autre qui ne reconnaît pas publiquement avoir des armes nucléaires mais dont tout le monde sait qu'il en possède, s'attaquent mutuellement à proximité de leurs infrastructures nucléaires respectives. Qui est responsable de prévenir une catastrophe radiologique ? L'AIEA, les grandes puissances membres permanents du Conseil de sécurité, dont certains ont soutenu l'une ou l'autre partie, la communauté internationale dans son ensemble. La réponse honnête ce soir est qu'aucune de ces institutions n'a les mécanismes juridiques, politiques ou opérationnels pour intervenir efficacement dans ce scénario. Et c'est précisément le danger existentiel que cette guerre révèle. Non pas seulement la menace d'une catastrophe nucléaire accidentelle dans le désert du Negev ou dans la plaine d'Ispahan, mais la démonstration que le cadre normatif censé prévenir un tel événement est fondamentalement inadapté au conflit du XXIe siècle. Cette analyse n'a de valeur que si elle circule. Partagez cette vidéo avec une personne dans votre entourage qui suit les questions géopolitiques et nucléaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que l'AIEA dispose des outils pour prévenir une catastrophe nucléaire dans ce conflit, ou la communauté internationale est-elle dépassée par les événements ?